Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à notre antenne. Nous sommes le jeudi 28 mai 2020. Et bien sûr, bienvenue dans votre émission de ce jour qui vous donne les informations qu'il vous faut en matière bien sûr de la riposte contre la maladie à coronavirus au Togo, en Afrique et dans le monde. Ce jour, nous allons devoir passer à la loupe ce thème. Le Sénégal va continuer avec la chloroquine, le Gabon s'interroge et le Togo. Dans tout cela, on va devoir passer bien sûr ce thème à la loupe avec notre invité sur ce plateau, professeur Claver Anoumou Daniran. Il est bien sûr professeur titulaire de microbiologie. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, merci. Ça fait quelques jours, vous étiez là entre-temps, oui. Mais on vous a plus vu. Que s'est-il passé entre-temps? Non, on est toujours là, on continue les activités. C'est toujours la riposte, hein? On est dans la riposte et ça avance. Alors, au début de cette maladie à coronavirus, on a vu avec les sorties ça et là des experts du domaine comme vous et en Occident, on a vu un professeur qui a eu le culot quand même de dire certaines réalités par rapport au traitement de cette maladie à coronavirus. Je veux bien sûr parler du professeur Raoult qui a parlé bien sûr de la chloroquine et puis de l'azithromycine qui est finalement entré bien sûr dans les protocoles de traitement de plusieurs pays. Mais après 1 voire 2 mois, bientôt 3 mois, plusieurs pays ont commencé par renoncer parce que l'OMS a trouvé que le médicament fait du mal que du bien. D'abord, quel commentaire faites-vous bien sûr de cette sortie-là? Non, c'est comme vous l'avez dit au tout début de l'épidémie, des essais thérapeutiques réalisés à Marseille par le professeur Didier Raoult ont démontré l'efficacité de la chloroquine associée à l'azithromycine. Et donc, la plupart des pays, surtout des pays africains, se sont mis sur ce schéma thérapeutique jusqu'à la sortie la semaine dernière d'un article dans le Lancet qui remet en cause l'efficacité de l'utilisation de la chloroquine pour les patients traités pour Covid-19. Cet article, on reviendra là-dessus au cours de cette émission. Oui. Mais ce que je veux dire tout de suite, c'est que le Togo s'est inscrit dans ce schéma pour l'utilisation de ce schéma thérapeutique. Oui. Et pour l'instant, le Togo continue sur ce schéma. Parfait. On va forcément revenir sur ce pont, bien sûr, de l'actualité concernant la chloroquine ou bien l'hydroxychloroquine. Donc, est-ce que cela restera, bien sûr, la pièce maîtresse du protocole des traitements, comme vous l'avez dit, vraiment au Togo ou on ne sait pas, malgré les critiques sévères de la revue Lancet? Pour l'instant, ce schéma thérapeutique n'est pas changé. C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous allez au CHR Lomé commune où les patients sont pris en charge, en dehors de ce schéma, en dehors de la chloroquine associée à l'azithromycine, d'autres médicaments sont utilisés en fonction des signes cliniques que les patients présentent. Donc le schéma thérapeutique, en tout cas pour l'instant, n'est pas remis en cause parce que tout ce qui est reproché dans cet article sur l'utilisation de la chloroquine, tout ce qui est reproché à la chloroquine, on ne l'observe pas au CHR Lomé commune. Vous voyez tous les jours, on déclare des gens guéris. Donc, oui, qu'on va bien sûr analyser ces statistiques dans un instant à l'autre. Donc, nous, pour l'instant, il n'y a pas raison fondamentale de remettre en cause ce schéma. Alors, que reproche-t-on justement à ce médicament qui est bien sûr l'hydroxychloroquine ou bien la chloroquine ordinairement qu'on connaît, il y a plus de 50 ans en Afrique. Avec 200 francs, c'est vite fait, là. Tout à fait. Vous le dites, la chloroquine n'est pas une nouvelle molécule. Oui. La chloroquine n'a pas été inventée avec le Covid-19. C'est un traitement qui est utilisé, un médicament qui est utilisé depuis plusieurs années.
retiré du schéma thérapeutique pour le paludisme, mais utilisé pour d'autres indications jusqu'à ce jour. L'étude qui a été publiée, enfin l'article qui a été publié tout récemment reproche 2 éléments fondamentaux à la chloroquine. Premier élément, les patients qui ont utilisé la chloroquine, il semble qu'il y a le nombre de décès dans le groupe utilisant la chloroquine qui est plus élevé que ceux qui n'ont pas utilisé la chloroquine. Donc on a fait 2 bras. Un bras, on a utilisé chloroquine. Un bras, on a utilisé d'autres traitements. Et à la fin, on retrouve que ceux qui ont, dans le bras où on a utilisé la chloroquine, il y a plus de décès. Oui. Ça, c'est le premier élément. Deuxième effet, gaffe contre l'utilisation de la chloroquine, c'est que les études montrent également que certains patients ont des effets secondaires, notamment les troubles de rythme, si je résume comme ça, les troubles de rythme cardiaque. C'est les 2 éléments sur lesquels on se base aujourd'hui pour retirer la chloroquine sur le schéma thérapeutique, en tout cas par rapport à l'OMS et certains pays. Mais pour moi, mon avis, comme je l'ai dit, la chloroquine existait depuis longtemps. Je m'étonne que subitement, c'est maintenant qu'on découvre les effets secondaires de la chloroquine. Justement, quand vous prenez... cela m'amène à vous demander, oui. que faisait, enfin, vous qui étiez depuis des années, je parie que professeur, d'ailleurs que j'ai sur ce plateau à plus de 20 ans de carrière professionnelle, avec d'autres professeurs qu'on connaît en Afrique, dans la sous-région et à travers le monde entier. Ce produit-là a été longtemps utilisé. On n'a jamais parlé de ces petits soucis. C'est là et c'est maintenant qu'on nous dit, bon voilà. Oui, c'est ça, je voulais dire que la chloroquine est utilisée il y a plus de 20-30 ans en Afrique pour traiter le paludisme. Donc nous dirons que c'est avec ça qu'on a colonisé l'Afrique. La chloroquine ou nivaquine, c'est qu'on a donné aux gens pour pouvoir les soigner. Non, c'est dû au fait que dans notre région, oui. C'est dans notre région qu'on observe plus de cas de paludisme. Voilà. Et c'est un médicament qui est efficace sur le paludisme qu'on a longtemps utilisé. Et comme je l'ai dit, on l'a retiré parce qu'on s'est rendu compte que le microbe qui est responsable du paludisme a développé une résistance à cette molécule. Sinon, s'il n'y avait pas cette résistance, on devait continuer par utiliser la chloroquine au jour d'aujourd'hui. Donc, ce que moi je voulais dire par rapport à cette étude, c'est comme si c'est maintenant qu'on découvre la chloroquine. Mais et toutes les quantités que nous avons utilisées avant. Donc, il y a quelques points pour cette étude sur lesquels on peut revenir très rapidement. Oui. Quand moi je vois, j'ai du mal à dire que c'est une étude. En fait, c'est un article qui est publié dans une grande revue scientifique. Ça, on ne le remet pas en cause. Et quand on parle le mérite, revue, là... ah oui, le Lancet, c'est l'une des revues en termes médicaux qui fait partie des revues les plus cotées. Très bien. Le mérite de cette étude, c'est qu'elle a pu compiler un nombre important de dossiers. On parle de 96 000 patients qui ont été inclus dans l'étude. Mais ce qu'on peut reprocher à cette étude, et c'est ça, je le dis en tant que scientifique, c'est une lecture critique. Ce qu'on peut reprocher à cette étude, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'on appelle une étude réelle. C'est-à-dire les investigateurs, ceux qui ont fait la publication, ils appellent un pays, un centre de prise en charge, on demande à l'équipe, est-ce que vous avez utilisé la chloroquine? Oui, envoyez-moi vos données. Ils appellent un pays en Afrique du Sud ou un pays en Asie, est-ce que vous avez utilisé chloroquine? Envoyez-moi vos chiffres. Et on met tout ça dans un même dossier et on publie. Alors que si on veut faire une étude réelle pour vérifier l'efficacité d'un produit, ce qui est fait habituellement, c'est ce que nous appelons des études multicentriques sur plusieurs sites, on fait pratiquement la même chose sur tous les sites. On définit un protocole, on dit c'est telle dose vous voulez donner pour cette molécule, c'est tel nombre de durées, c'est tel nombre de jours que vous devez donner ce médicament. Et voici les paramètres ou les analyses que vous voulez faire, que vous devez faire pour qu'on puisse avoir un dossier complet pour être analysé. Dans l'étude, il y a des gens qui ont donné chloroquine pour 2 jours. Il y en a qui ont donné pour 8 jours.
Il y en a qui ont donné pour 6 jours. Quand on prend la dose, il y en a qui ont donné 500 mg. Il y en a qui ont donné 600 mg. Il y en a qui ont donné encore plus. Voilà. Donc, c'est tout ça qu'on met ensemble, on dit... On analyse. Non, oui, donc, et en toute objectivité, les auteurs, c'est là où moi je les félicite, ils ont, eux-mêmes, à la fin, ils ont montré les limites de l'étude. Ils ont démontré que ça, attention, c'est ce qu'ils trouvent, mais ils ont fait la liste de tout ce qui est insuffisance pour cette étude. Raison pour laquelle, prenons le temps, analysons la situation et regardons ce qu'on doit faire dans nos pays. Vous avez essayé quand même de toucher ce point-là. Hein. Qu'au Togo, on n'a pas ces effets-là. Hein. Alors, au Togo, nous avons aujourd'hui dépassé 180 patients guéris. Hein. Oui. Et tous les patients, les 300 et quelques, il y a très peu qui n'ont pas pris chloroquine. Si je prends les 13 patients qui sont décédés au Togo, il y a 7 qui n'ont pas pris chloroquine. Ceux qui étaient décédés avant qu'on introduise la chloroquine dans le schéma thérapeutique, et ceux qui sont décédés avant même qu'ils n'arrivent dans les centres de traitement. Quand vous les comptez, ça fait au moins 7 personnes qui n'ont jamais touché à la chloroquine et qui sont décédées de Covid-19. Les 6 qui ont utilisé la chloroquine avant, malheureusement, de perdre la vie, ces 6-là, ils avaient des comorbidités, c'est-à-dire des maladies autres que le coronavirus, que nous appelons des comorbidités. L'hypertension, l'obésité, les maladies respiratoires, etc. Donc, il est difficile de pouvoir mettre ces décès directement sur dans ce lot-là. Oui, dans ce lot-là, il est difficile de mettre le décès de ces patients sur le compte de la chloroquine. Et aujourd'hui, on dit chloroquine a beaucoup d'effets secondaires dans l'article. Mais quand vous voyez nos patients qui sont tous sous chloroquine, vous allez aujourd'hui à Lomé commune, à peine vous avez 20 malades qui sont là-bas. Les autres sont à Idaoba. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun signe. Ils n'ont aucune manifestation clinique. Ils sont sous chloroquine. Ils n'ont pas développé des effets secondaires. Le seul effet secondaire qui a été rapporté à ma connaissance, vous allez inviter sur votre plateau ici le professeur Adjoy, le professeur Iou, qui vont venir vous parler de comment est-ce qu'ils traitent l'argent. On a eu entre-temps Moi, Adjoy, je suis on aura le temps de les virologiste, je suis impliqué dans la prise en charge d'une façon globale. C'est un seul cas où on a décrit une sensibilité, c'est-à-dire que la personne se gratte. Non, les ça, c'est pas nouveau, là. C'est pas nouveau, c'est connu. Donc, c'est un effet mineur. Il y a d'autres qui prennent Ivaquine et autres, là. C'est ce qui a été rapporté jusqu'à voilà, ce jour. Moi, je voulais profiter de cette occasion pour dire qu'il est temps que les pays qui utilisent la chloroquine aujourd'hui, notamment les pays africains, il y a le Bénin qui utilise la chloroquine. Le Togo dit, moi, je continue avec la chloroquine. Le Sénégal utilise la chloroquine. Le Burkina Faso utilise la chloroquine. Le Maroc, l'Algérie, moi je pense que tous ces pays, ils n'ont qu'à aussi rassembler toutes leurs données et nous sortir une publication là-dessus et nous dire voici les effets secondaires. Non, mais ça sera la contre de ce qui a été publié, non, parce qu'avec les chiffres du Togo, du Bénin et des autres pays... C'est ça la science. Oui, c'est logique. C'est ça. Parce que nous aussi, ce qu'on fait ici... Au jour le jour, on arrive des guéris en nombre au Togo. Ce qu'on fait aujourd'hui ici, ça peut rentrer dans le cadre d'une recherche. Hein. Il suffit de rassembler toutes ces données pour dire, bon, nous, dans nos pays, j'ai cité 5 ou 6 pays, nous avons, si on les met ensemble, on aura peut-être 1000, voire un peu plus, 2000, 3000. On a utilisé la chloroquine chez ces patients-là. Voici ce que ça donne comme résultat. Et on décrit à côté les effets secondaires s'il y en a. C'est vrai qu'en Europe ou dans les pays nord-américains, la population, elle est plus vieillissante. Voilà. La population est plus vieillissante. Et c'est dit dans les effets secondaires de la chloroquine, plus l'âge avance, plus vous allez faire quelques effets secondaires comme les troubles de rythme. C'est dit, c'est connu. Vous prenez le Vidal aujourd'hui, c'est écrit noir sur blanc. Donc, il n'y a rien de nouveau par rapport aux effets secondaires. Il ne faut pas qu'on exagère. Moi, je pense qu'on peut rassembler toutes nos données pour sortir ce que nous faisons aujourd'hui. Là, quelle est la part des effets secondaires qu'on trouve chez nos patients? Justement, professeur Daïra, alors que dites-vous par rapport à ceux qui pensent que c'est un complot des firmes pharmaceutiques?
Alors, d'une façon générale, Oui. des études sur les médicaments sont souvent financées par les firmes pharmaceutiques. Hein. Ce n'est pas nouveau. Hein. Ce n'est pas seulement pour la chloroquine ou contre la chloroquine ou pour les vaccins. Du moment où c'est les firmes pharmaceutiques qui fabriquent les médicaments, avant de les mettre sur les marchés, on fait ce qu'on appelle des essais et c'est financé, c'est logique. C'est financé par ces firmes pharmaceutiques et ça fait un peu de ressources financières pour les équipes de recherche. Pourtant, moi, je n'ai pas de données aujourd'hui, de données factuelles pour dire que cette étude qui est publiée est un complot contre la chloroquine. Non, je n'ai pas de données là-dessus. Seulement, faisons attention, faisons des analyses à tête froide pour pouvoir savoir ce qu'on met dans notre pays. Parfait. À part l'hydroxychloroquine qui fait débat à l'heure actuelle, existe-t-il d'autres types ou bien pistes de traitement qu'on a qui existent sur le terrain que l'on pratique? Il y a beaucoup d'essais de molécules qui sont faits. Même si vous prenez l'article qui a été publié et qui a surtout mis uniquement l'accent sur l'hydroxychloroquine, il y a d'autres médicaments dans l'article. Il y a des médicaments que nous utilisons chez les personnes vivant avec le VIH, Oui. qui sont on les appelle les antiviraux, comme c'est des virus, des médicaments antiviraux, qui sont testés également comme le lopinavir. Il y a certains qui, à la maison, vont savoir de quoi je parle. Il y a le remdesivir également, qui est utilisé comme médicament pour traiter le coronavirus. En dehors de ces médicaments qu'on appelle des antiviraux, il y a d'autres molécules qu'on utilise pour traiter les formes, qu'on utilise dans les formes graves, oui, ou qu'on utilise quand on a des réactions inflammatoires très importantes. Donc, le problème ne se limite pas seulement à la chloroquine. Et je sais qu'il y a un grand essai qui démarre en Côte d'Ivoire sur notamment le lopinavir, le remdesivir et d'autres schémas thérapeutiques. C'est pour dire que tout est sur la table, tout est ouvert, il y a des essais qui continuent. Les produits en vir là... Oui, leur nom, ça a trait au virus. Voilà. Pour cette raison. Ça, et comme le coronavirus est un virus, donc ces molécules, le lopinavir, sont utilisées dans ce cas-là. Messieurs et dames, si vous nous choisissez que maintenant, sachez bien sûr que vous suivez votre émission COVID-19 à vos questions. Une émission qui vous donne des informations sur l'évolution, la situation de la maladie sur le plan national, en Afrique et dans le monde. Nous allons devoir jeter un coup d'œil sur les chiffres qui ont été publiés à la date du 27 mai 2020 au Togo. À la date du 27 mai au Togo, notez qu'on a 199 cas actifs, 183 cas guéris, 13 décès, 395 cas confirmés au total avec bien sûr 18 029 nombre total de tests effectués jusqu'à ce jour. Un petit détail sur les chiffres, il faut dire que 4 des 528 personnes testées sont positives, portant le nombre bien sûr total des cas positifs à 395. Ces 4 personnes se repartissent comme suit: 3 cas parmi les voyageurs, une femme de 60 ans et un garçon de 2 ans à Bafilo, dans le district d'Assoli, un homme de 20 ans à Kanté, dans le district de la Kéran. Et puis un cas parmi les suspects, un homme bien sûr de 53 ans, dans le district 5 à Lomé. 6 nouveaux patients, 6 nouveaux guéris ont été enregistrés, portant à 183 le nombre total des patients guéris de COVID-19 au Togo. Le nombre de décès reste inchangé à 13. Le nombre total de cas actifs est de 199. Un total de 18 029 tests de laboratoire qui ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Je parle bien sûr du Togo pour vous qui nous choisissez qu'à l'heure actuelle, c'est des chiffres de la date du 27 mai 2020. Professeur, des chiffres qui encouragent, et surtout des chiffres des guéris. Je veux parler bien sûr des chiffres des guéris.
Oui, alors on voit tous les jours que le nombre de guéris augmente, ce qui est une très bonne nouvelle et ce qui 183. oui, ce qui répond classiquement à ce qui doit être observé dans un pays comme le nôtre où la population est relativement jeune. Mais ce que je voulais rajouter, c'est que depuis 3-4 jours, Oui. nous constatons le nombre de nouveaux cas dépistés en baisse. Voilà. Parce qu'il y a 1 ou 2 semaines, c'est C'était de la c'est cata. 20 cas, c'est 30 cas par jour, c'est 40 On ne cas sortait par plus. jour. Alors, il y avait ça a s'occupé beaucoup de monde. On voit que ces derniers jours, on observe une réduction du nombre de policiers, ce qui est une très bonne nouvelle parce que, comme on l'avait dit, annoncé publiquement, c'est des gens qui revenaient de retour. Les Togolais qui étaient au Ghana, en Côte d'Ivoire, pour n'importe quelle raison, familiale, professionnelle, et qui rentraient chez eux. Maintenant, je pense que cette étape aussi est passée et nous rentrons dans les chiffres classiques que nous observons. Je pense que si cette tendance continue, on ne peut pas affirmer, on n'a pas toutes les données pour affirmer que le pic est déjà passé, mais si cette tendance continue, je pense qu'on va progressivement vers la réduction drastique du nombre de cas. Et là, c'est une très bonne nouvelle. Ça nous permet peut-être de repenser notre stratégie et de commencer par donner un peu plus de vie à notre pays. De la stratégie dans tout son ensemble, on a vu quand ça allait plus ou moins mieux à Lomé, on a revu les heures de couvre-feu qui sont bien sûr de 21h à 5h du matin maintenant. Est-ce qu'on n'est pas aussi tenté de dire qu'il faut essayer peut-être de revoir aussi la stratégie concernant l'éducation et autres domaines au Togo? Oui. On voit dans les autres pays, carrément, si nous prenons nos voisins de l'Est, on essaie de parcourir un peu le Conseil des ministres, mais plusieurs décisions ont été prises. On se dit, mais nous, que se passe-t-il chez nous? Alors, comme on le dit, il y a 2 semaines, des 2 dernières semaines, on a été secoué, les chiffres ont commencé par augmenter. Donc, on ne pouvait prendre aucune décision allant dans, disons, ce que vous dites là, c'est dans l'assouplissement des mesures qui ont été prises et la reprise des activités classiques. Maintenant, ce qu'on est en train d'observer, c'est de très bons chiffres qui sont très encourageants. Et comme je le dis, si ça continue dans ce sens, probablement la semaine prochaine, si on reste sur ces chiffres, le gouvernement, sur proposition du ministère de la Santé et du Conseil scientifique, prendra des décisions allant dans le sens de l'amélioration des mesures qui ont été prises pour les rendre un peu moins contraignantes. Si les tendances se poursuivent, il n'y a pas de raison que cette situation... On va prier, on croise les doigts pour que les mesures barrières soient observées à la lettre, pour qu'on puisse aller à cette étape de la chose, parce qu'on a vu également au Burkina, plusieurs décisions ont été également prises dans ce sens-là, au Bénin. C'est déjà la même chose. Bon, on se dit au Togo, peut-être bientôt. Il y a un pasteur qui m'a apostrophé, c'était hier. Il m'a dit, mais vous, là, quand vous parlez à la télé, vous nous dites de faire ci, de faire ça. Vous pensez qu'en restant à la maison, les lieux de culte fermés, on peut gagner la bataille? Je lui ai dit, mais bon, le bon Dieu existe partout. Mais il va falloir peut-être dans les jours qui viennent, les autoriser aussi à commencer à célébrer les cultes, en gardant, bien sûr. Les mesures qui ont été prises impactent beaucoup d'activités, que ce soit les activités religieuses, que ce soit les activités commerciales, notre liberté, le déplacement. Toutes ces mesures étaient justifiées parce qu'on était dans une situation où le nombre augmente. Si l'autorité juge, analyse la situation, que les chiffres sont en train de baisser et que la tendance baissière continue, donc il n'y a pas de raison qu'on reste dans cette situation. Mais l'analyse sera faite à tête froide, sans précipitation, pour mettre les décisions au niveau où se trouve l'épidémie. C'est ce que je peux dire. Professeur Daïra, tout cela jusqu'à quand? L'épidémie du coronavirus ne va pas disparaître en claquant du doigt. Donc, comme on l'a dit, il y a des mesures barrières. Même s'il y aura quelques assouplissements, les mesures barrières doivent absolument continuer. J'ai souvent l'habitude de le dire,
le seul moyen qui peut faire disparaître complètement l'épidémie. C'est la lequel? disponibilité du vaccin. C'est le vaccin qui, une fois que tu l'injectes à quelqu'un, tu es sûr que cette personne est protégée. C'est la seule façon pour qu'on puisse en sortir d'une façon définitive. C'est la piste la plus sûre. Mais il faut noter aussi que, compte tenu du passé que nous avons sur les coronavirus, il y a eu 2 épidémies qui ont été déjà passées. Il n'y a pas eu de vaccin, mais l'épidémie s'est éteinte. Ces 2 épidémies se sont éteintes elles-mêmes. On peut compter là-dessus aussi, mais ça ne va pas finir tout de suite comme ça. Il y aura, on a vu tout à l'heure, aujourd'hui, c'est encore 2-3 cas qui sont sortis. Demain, peut-être encore 2-3 cas. Donc, on aura quelques cas sporadiques comme ça. Si la tendance continue, et nous, il nous reviendra de pouvoir s'adapter et de vivre avec cette épidémie en menant toutes nos activités que nous menions avant. Parfait. On va passer maintenant de l'autre côté de nos amis téléspectateurs, à vous qui nous suivez un peu partout sur le globe. On va prendre quelques questions. La toute première nous dit ce qui suit. Bonsoir, s'il vous plaît. Quel est l'état du taux de contamination de la pandémie Covid-19, région par région et de préfecture par préfecture dans notre pays, le Togo? Merci beaucoup. Alors, si on prend les préfectures, Oui. il y a 6 préfectures qui ne sont pas encore touchées par l'épidémie. Disons 6 districts sanitaires qui ne sont pas encore touchés par Dans ce l'épidémie. pays-là? Au Togo, oui. C'est quoi le miracle? Tous les autres districts, les 38 sont touchés. Est-ce que c'est un miracle? Je ne pense pas. Comme il y a plusieurs préfectures et districts qui ont été touchés par le retour des voyageurs. Si dans ces districts, ils n'en ont pas eu, et c'est surtout les districts qui sont frontaliers du Ghana qui ont été suffisamment touchés. Et si les autres districts n'ont pas reçu de nouvelles personnes, on a bloqué les gens qui sont infectés, qui sont dans la zone la plus contaminée, qui est la zone de Lomé. Il y a un blocus pour pouvoir aller à l'intérieur du pays. La zone de la région le district de Sokodé, c'est bloqué également. On sait qu'il y avait un foyer là-bas. Si ces zones sont bloquées, si les gens ne se déplacent pas, les autres districts ne seront pas contaminés. Donc, il faut noter qu'il y a 2 régions qui sont les plus touchées. La région Lomé commune, c'est-à-dire Lomé et le Grand Lomé, comme on le dit, Lomé et Agoué, c'est la zone où l'épidémie le nombre de cas dépistés est plus élevé. Et la zone région centrale, Sokodé et Djarpanga, la plaine de Mo, qui constitue aussi un foyer. C'est les 2 foyers les plus importants. Parfait. Voilà la réponse à cette question. La question qui suit également, on nous dit ce qui suit. Je m'appelle Jean-Pierre, j'habite à Kalemi, dans la province du Tanganyika, en RD Congo, enfin République démocratique du Congo. Ma préoccupation est de savoir quel est le médicament ou le traitement utilisé à ce jour pour obtenir la guérison des personnes souffrant de Covid-19. On parle des cas de guérison presque dans tous les pays touchés par cette maladie, pendant qu'aucun de ces pays a déclaré avoir trouvé un médicament ni vaccin contre le Covid-19. Le problème de médicaments revient. Oui. Alors, la première émission à laquelle j'avais participé ici, je disais, si on prend 100 patients malades de Covid-19, si on ne fait rien du tout, 80, voire 90 vont guérir naturellement. C'est-à-dire le système immunitaire, notre organisme va nous permettre d'éliminer le virus. La preuve, il y a près de 50% des gens qui sont infectés, mais qui n'ont aucun signe. Si on ne fait pas un prélèvement, on ne saura même pas. C'est eux qui sont des patients qu'on dit asymptomatiques, sans aucun signe. Et c'est eux qui sont dangereux parce que c'est eux qui vont transmettre la maladie. Pour répondre tout simplement à notre téléspectateur, c'est que la plupart des patients vont guérir naturellement, sans médicaments. Certains auront des maux de tête, la toux. Donc, on va leur faire ce qu'on appelle un traitement symptomatique. C'est traiter les signes. Vous avez mal à la tête, on va vous donner paracétamol. Vous toussez, on va vous donner des médicaments contre la toux.
Et maintenant, un petit nombre va faire des cas, des formes graves, des insuffisances respiratoires. Et au jour d'aujourd'hui, on commence par connaître même le mécanisme qui entraîne ces insuffisances respiratoires, d'où la plupart des pays, et donc le Togo, on utilise maintenant des anticoagulants parce qu'on sait qu'il y a des caillots qui se forment dans le poumon et ces caillots sont à la base du décès souvent de patients. Donc, en général, tout pays, il n'y a aucun pays qui ne va déclarer de cas guéris. Il n'y en a pas. Puisque 80% des gens vont guérir naturellement. Que vous fassiez quelque chose ou que vous ne fassiez rien, 80% vont guérir. Et c'est naturel que tous les pays déclarent des cas guéris. Et ça va continuer. Parfait. Là, c'est clair maintenant, hein, parce qu'au départ, on se dit, est-ce qu'on peut vivre après cette maladie, après l'avoir contractée, est-ce qu'on peut revenir vivant? On a peur. Maintenant, on a dit 80% des gens vont guérir naturellement. Il y a 30% qui vont avoir quelques signes et peut-être 10% qui vont nécessiter une réanimation pour pouvoir guérir. Mais si le nombre de cas infectés est très élevé, on va avoir peut-être 1000 ou 2000, 3000, voire 4000 personnes qui auront besoin de réanimation. Si le nombre de personnes infectées est élevé. C'est pour ça qu'il faut éviter qu'il y ait des gens qui soient infectés pour réduire le cas de réanimation quand on connaît l'état du système de santé de nos pays. Parfait. Nous allons devoir prendre une nouvelle question de nos amis téléspectateurs. Elle nous dit, bonsoir, le plateau, il y a de cela quelques jours, des personnes ont été testées positives au Covid-19 à Kwekpleme dans Moyen Mono. Et depuis là, la sensibilisation est très, très timide en ce qui concerne le respect des mesures barrières. Les populations sont indifférentes. Que préconise le gouvernement togolais pour la conscientisation de ces populations? Sébastien, depuis Tado, bonne émission. C'est un peu vers la frontière du Bénin. C'est un peu vers la frontière du Bénin, c'est une zone que je connais un peu. Ah oui? Oui. Donc, non, la sensibilisation, pour arriver à conscientiser la population, c'est la sensibilisation. Hein. Et je pense que maintenant, on est en train d'utiliser les ASC dans les districts et les personnes ressources dans les districts pour pouvoir sensibiliser. Je pense que nous devons aller au-delà du personnel médical pour la sensibilisation. Nous avons les maires, nous avons les préfets, nous avons des autorités que nous pouvons utiliser, sur lesquelles nous pouvons nous baser pour pouvoir appuyer la sensibilisation. On ne le dira jamais assez, le coronavirus existe maintenant dans notre pays, existe dans pratiquement tous les districts, sauf 6. Nous devons tous adopter les mesures barrières pour arriver à maîtriser cette épidémie. On a comme l'impression que les gens, ça ne leur dit pas grand-chose. C'est comme si tout ce qui se passe, c'est dans la capitale. Oui, on peut avoir cette impression parce que aussi les grandes mesures qui sont prises concernent surtout la capitale et quelques zones. La preuve, le couvre-feu, c'est dans la capitale. C'est aux gens de la capitale, on leur interdit de sortir. Donc les gens peuvent l'interpréter comme si ils ne sont pas touchés. Mais depuis 2-3 semaines, on se rend compte que toutes les préfectures sont pratiquement atteintes. Donc les mesures que nous prenons à Lomé ou les dispositions qui sont prises à Lomé, ces dispositions doivent être étendues à ces localités-là pour que nous tous nous puissions lutter ensemble contre cette maladie. Et il faut aussi que les cadres de ces différentes localités aussi aillent. Que ce soit les cadres, les religieux, les maires. Nous venons de lire nos maires. Ils ont trouvé. On ne les a pas choisis en l'air, là. C'est le moment ou jamais. Ils ont un bon boulot à faire. Je pense que c'est le moment pour le chef de l'État ou bien le ministre de l'administration territoriale de tester ces maires-là, ceux qui ont bien sûr bien fait le travail concernant la riposte de cette maladie à coronavirus au Togo. En tout cas, ils ont une opportunité de démontrer leur utilité pour leur communauté. Parfait. Et je sais qu'il y en a qui font quand même du bon boulot, du bon travail. L'occasion pour ces personnes cadres de cette localité de Moyen Mono, oui. Que ce soit à Kwekpleme, Tado, Ton, à Srama, Azové, ses consorts. Toutes ces zones.
Il y a voilà, quel cadre de cette localité? Ah oui, il y a le professeur Sodokin. Sodokin, c'est sa zone. Il y a Sodokin, il y a M. Hunkwe, il y a le ministre Semondi. Il y a également le consul Sossou. Il y a beaucoup de monde. Viotor, James Victor. C'est le moment ou jamais. Il faut aller devant la bataille. C'est un sujet qui concerne nous tous. Oui. Et nous tous, nous devons nous mobiliser pour pouvoir aider nos jeunes frères, nos mamans qui sont au village à comprendre l'importance de l'adoption des mesures barrières contre cette maladie. Mesures barrières, effectivement. Nous allons devoir évoluer dans cette émission et prendre quelques nouvelles questions encore pour poursuivre. Et celle-ci, bonjour, c'est Kader Tchanyao depuis Sokole. Parmi les mesures barrières, la plus inappropriée, c'est le couvre-feu car dans certaines maisons, il y a plus de 10 personnes dans une chambre de moins de 10 mètres carrés. Ça, c'est un constat. Non, c'est pas juste. Bon, maintenant, s'il n'y a pas couvre-feu, ils vont forcément dormir les gens, si c'est minuit ou 1h du matin, même s'il y a 2 heures, les gens iront dormir. Même s'ils sont 10 dans une chambre. Donc, quand vous êtes dehors, vous adoptez les mesures barrières, le port de masque, le lavage de mains, la distanciation sociale, si tout le monde le fait. Quand vous rentrez chez vous, si vous avez une pièce, il y a 4 personnes, vous dormez, on ne peut pas vous mettre dehors pour ça. Donc, le couvre-feu n'a rien à voir sur ce point-là. Il faut dire quand même que le couvre-feu, les gens font maintenant du très bon boulot. Hein. Il faut le dire surtout avec le nouveau patron qui a été mis devant ce bataillon-là, cette force-là pour pouvoir coordonner, le colonel Amana. Je pense qu'il fait du bon boulot parce que des fois, quand nous quittons comme ça le boulot, le retour, on a senti un changement de mentalité, l'approche dans tout son ensemble, des questions qui, bon, en temps, on se disait, mais si c'était de la guerre, mais maintenant c'est doucement, et puis on se fait comprendre, et puis on passe. Maintenant, il y a beaucoup de sensibilisation. Oui, il y a beaucoup. Beaucoup de discussions entre ceux qui se retrouvent la nuit avec les forces de l'ordre. Oui. Et je nous pense qui sommes que bien sûr des noctambules là. Parfois, les gens sortent aussi par nécessité. Oui, pour aller payer des produits pharmaceutiques. C'est des produits pharmaceutiques. D'autres qui ont des malades pour aussi. Amener des gens à l'hôpital. Oui. Soit c'est pour apporter à manger à quelqu'un qui est à l'hôpital. Bon, il y a ces raisons-là que nous ne devons pas ignorer. Et nous pensons que ça peut arriver une fois que la nuit puisse surprendre quelqu'un. Ça peut arriver. Et maintenant, comme il y a beaucoup de négociations, beaucoup de compréhension, il y a beaucoup de l'essentiel, c'est d'accompagner les gens à libérer le plancher, à rentrer chez eux tranquillement. Et petitement, je pense qu'on se comprend. Et ça ne peut plus être un élément de discorde entre la population et les forces de l'ordre. On a senti quelques couacs, mais ça va. Mais maintenant, c'est bon. Nous sommes sur la bonne voie. Je pense que c'est pour... Le couvre-feu, c'est dans l'intérêt de nous tous. C'est dans l'intérêt de nous tous. Et nous pensons que, comme on vient de le dire tout à l'heure, si la situation s'améliore, peut-être que ce sera encore un peu plus assoupli. En tout cas, le gouvernement y travaille. Parfait. Des questions? Nous allons encore prendre quelques-unes. Et celle-ci nous dit « Bonsoir et merci pour l'émission. Si le rapport de l'OMS sur la chloroquine est comme tel, est-ce que cette attitude ne prouve pas à suffisance que les Africains sont considérés comme des sous-hommes, étant donné qu'ils ont utilisé cette molécule pendant longtemps sans que l'OMS ne s'inquiète ?» Non, pas de sous-hommes. La preuve, l'étude, quand on prend l'étude qui a été publiée, 96 000 personnes ont utilisé la chloroquine, mais c'est à travers le monde entier. C'est en France, c'est aux États-Unis, c'est en Asie, c'est en Australie, c'est dans plusieurs pays. Non, nous, on utilisait avant la chloroquine, comme je l'ai dit, pour traiter le paludisme. Le paludisme n'existe pas en Europe. Donc, on ne peut pas leur dire d'utiliser la chloroquine. Même dans les pays maghrébins, il n'y a pas palu. Donc, moi, je me souviens quand on était en une émission où il faut passer 2 voire 3 mois, où il y a un de nos leurs qui faisait de la fièvre de paludique. On lui a dit, mais monsieur, vous avez quoi? Dès qu'il a dit que c'est le début de palu, on l'a isolé carrément. On se dit, mais ah bon? Oui, c'est une maladie des zones tropicales. Et donc, on avait démontré, il y a la chloroquine qui avait démontré son efficacité que nous, on a utilisée. Et comme je l'ai dit,
tous les effets secondaires qui sont apparus subitement aujourd'hui dans une étude, on ne l'avait pas observé en Afrique dans le temps. Mais je me demande, celui qui a plus de 20-30 ans, qui en Afrique n'a jamais mis chloroquine dans sa bouche? Donc le problème n'est pas là-bas, il n'y a pas de sous-homme du tout. Vous voyez même l'OMS est dirigée aujourd'hui par un Éthiopien. Un Éthiopien, c'est un Africain. Donc Ghebreyesus, c'est un Africain. Donc on ne peut pas dire qu'on est... Et chloroquine est utilisée aujourd'hui en France. Et Didier Raoult lui a dit, mais lui déclare, lui a observé l'efficacité de chloroquine sur ses patients. Il n'y a aucune raison qu'il arrête. Il va continuer la chloroquine. Et la chloroquine, l'hydroxychloroquine ou la chloroquine est utilisée pour certaines maladies, certaines indications pour lesquelles on n'a pas autre chose. Donc on va continuer par l'utiliser. On l'utilise en France pour ces maladies-là, on l'utilise aux États-Unis pour ces maladies-là, on l'utilise en Afrique pour ces maladies. Donc on avance. On avance. Il n'y a pas question de dire qu'on est des sous-hommes. Hein? Non, pas du tout. Non. Dans les grandes institutions, on ne va pas citer les Africains qui sont au sommet du monde ou qui ont démontré toute l'intelligence de la race noire. Donc on n'est plus dans ce schéma-là. Vous prenez des gens comme Kofi Annan, vous prenez des gens comme Edem Kodjo sur tout ce qu'il a fait à l'OUA. Donc il y a plein d'Africains, même aux États-Unis, qui démontrent tous les jours qu'il n'y a plus un classement basé sur la race en termes d'intelligence. Enfin, moi j'ai l'habitude de dire que les deux produits que je connais le plus, c'est la chloroquine et puis le paracétamol. C'est les deux produits que je connais. Beaucoup en tout plus cas, c'est ce qu'on a longuement pris, utilisé pour traiter le les antalgiques quand on sent un peu les maux de tête là, et puis on prend... Et les Européens qui viennent ici, quand ils font des palus, c'est ce qu'ils utilisaient aussi. Voilà. Donc, il n'y a pas à classer les malheureusement qu'il y a coronavirus en 7 ans, il n'y aura pas vraiment de déplacement. Sinon, les gens qui peut-être ont des regards plus ou moins un peu déplacés sur ce produit. Nous avons fait un tour à Kpalimé parce que c'est le moment où les Européens descendent beaucoup plus dans cette région-là. Là, ils vont souffrir un peu de palud et ces consoles-là. Allez, c'est la zone touristique. Bon, voilà un peu. Dans tout son ensemble, comment ça se passe. Les déplacements vont revenir. Oui, ils vont revenir, oui. Le monde est un village planétaire. On ne peut pas rester confiné éternellement. C'est pour ça qu'il faut qu'on maîtrise rapidement cette épidémie, qu'on reprenne les activités. Tout ce que la suppression des voyages coûte en termes d'économie pour tous les pays. Les gens pensent que c'est uniquement pour les compagnies aériennes. Non. Les opérateurs économiques, les hommes d'affaires, les déplacements qu'ils font, ce que ça rapporte, ce que ça fait circuler comme échange monétaire dans le monde, c'est important. Donc vivement que le coronavirus prenne son chemin et disparaisse et que la vie reprenne naturellement pour le bien et le bonheur des êtres humains. Voilà. La suite de cette émission de ce jour, en question-réponse avec l'invité sur ce plateau Claver, Anoumou Daïran. Il est bien sûr professeur titulaire de microbiologie. On prend de nouvelles questions pour évoluer dans cette émission. Bonsoir le plateau, je voudrais savoir si l'alcool à 95 degrés tue le virus corona, le coronavirus. Alors, l'alcool, en termes médicaux, l'alcool qui est efficace que nous utilisons, c'est l'alcool à 70 degrés, qui est efficace sur aussi bien les virus que les bactéries. Ce que vous nous mettez dans les plaies, ça fait tellement mal là. 70 degrés. Mais entre vous nous avez fait souffrir. Mais maintenant, on ne met plus directement l'alcool sur les plaies, il y a d'autres produits. Je ne veux pas faire de publicité, mais des produits comme la bétadine ou les zomidines, quand on les met, ça a les mêmes effets. Mais avant là, c'était pas gain. Hein? Oui, bon, c'est l'ancien temps, les choses ont changé. Ce qui fait que même si on a de petits bobos là, on se dit on va pas aller à l'hôpital parce qu'on va mettre de l'alcool dedans. Oui, ça c'est quand on est bébé ou jeune, on crie surtout que ça fait mal, mais ça permet de nettoyer la plaie, d'enlever les microbes et d'aller vers la guérison. Donc l'alcool à 95 peut inactiver le virus, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, c'est bon, le 70 degrés, c'est mieux, mais 95, ça marche.
Ça marche. Oui, oui, oui. Donc, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau. Mais ça n'a rien à voir avec l'alcool à boire. À On a, boire. on a déjà débattu là-dessus suffisamment. Il ne faut pas aller boire de l'alcool pour dire qu'on est en train de tuer le coronavirus. prendre du soda ça bi, n'aura la boisson. aucun effet. Vous allez faire l'infection si vous êtes contaminé. Professeur, d'ailleurs, vous êtes d'accord avec moi que le soda bi ou l'alcool traditionnel, son degré dépasse plus que 95 degrés? Je ne crois pas. Même si ça dépasse, bon, l'alcool en général, quand vous prenez les liqueurs, oui, vous regardez le degré, c'est 45 degrés à peu près. Spécialement pour soda bi. L'alcool du soda bi peut aller jusqu'à 75 degrés. C'est ce qu'on appelle zotade. Je connais un peu. Mais le problème n'est pas là-bas. C'est pas parce que c'est très concentré qu'en le buvant, vous allez résoudre votre problème. C'est pas en buvant l'alcool qu'on va résoudre le problème du coronavirus. Parce que vous buvez l'alcool part d'un coup. Et si le virus a déjà... Si vous êtes sorti toute votre journée, vous avez été en contact avec le virus rentre dans la cellule, il est parti. Vous rentrez le soir, vous buvez une tonne d'alcool, ça ne fera rien. Le virus n'est plus là-bas, sur la peau, le virus, sur votre muqueuse est déjà parti. Donc, ce n'est pas une méthode pour dire qu'on veut éliminer le coronavirus. Non. Parfait. C'est clair maintenant. Mais entre-temps, la cellule qui est composée à l'université, entre vous qui êtes les professionnels modernes et ceux de la tradition, vous avez sorti quelque chose pour renforcer notre système immunitaire dans tout son ensemble. Après ça, à part ça... Ça n'a plus évolué. Comment ça se passe dans tout son ensemble? On veut avoir vos nouvelles là. On est pressé d'avoir un produit sorti du Togo pour guérir cette maladie à travers le monde entier. Je le disais la dernière fois sur un autre plateau télé. C'est pas facile de sortir des médicaments. Il faut qu'on soit réaliste. Et cette idée de dire que chaque pays, chaque ville, chaque maison doit trouver un médicament contre le coronavirus, ce n'est pas une bonne piste. Néanmoins, l'université à laquelle moi j'appartiens, l'université est en train d'analyser beaucoup de formulations, beaucoup de produits actuellement. On a reçu plus d'une centaine de propositions. Ah bon? Oui. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Donc, dans ce lot-là, il faut savoir qui fait quoi et quelle est sa toxicité avant d'aller vers l'utilisation chez les gens. Donc, on est en train de travailler là-dessus. On travaille d'abord au laboratoire pour pouvoir identifier les effets minimaux de ces produits-là avant de passer chez l'homme. N'oubliez pas aussi qu'on a reçu, l'équipe de prise en charge a reçu aussi Covid organique. Oui. Donc, tous ces produits... Finalement, ça fait quelques jours là, on n'a plus entendu parler là. Tous ces produits sont sur la table. On va bientôt commencer leur utilisation chez les patients et avec un dossier bien propre, avec des éléments clairs que nous devons contrôler pour qu'à la fin, qu'on puisse dire c'est bon, ça marche très bien, ça fait du bon travail ou pas. Donc, les produits, quelques produits de l'université aussi feront partie de ce lot-là pour passer chez les patients souffrant de Covid-19. Maintenant, il faut savoir que un médicament ne doit pas être plus dangereux que la maladie. Si on n'a rien à donner, on laisse tomber. C'est pour ça qu'il faut faire quelques essais pour être sûr qu'on ne va pas aller faire du mal aux gens. C'est pour ça que ça traîne. Professeur Dagnoran, c'est déjà la fin. Merci pour l'invitation. Juste pour rappeler que les mesures barrières sont toujours d'actualité. Le port de masque, la distanciation sociale, le fait de se laver régulièrement les mains quand on est en dehors de chez soi ou alors d'utiliser la solution hydroalcoolique. Nous voyons les tendances. Ces tendances sont très encourageantes. Cela est dû à la participation ou à la contribution de tout un chacun de nous tous. Je nous exhorte à continuer dans ce sens pour que d'ici 1 à 2 semaines, qu'on puisse ne plus trouver
de nouveaux cas positifs au coronavirus. Je voulais aussi profiter de l'occasion pour souhaiter prompte guérison à tous nos compatriotes qui sont actuellement contaminés et qui sont sous traitement. Que Dieu veille sur leur santé. Merci beaucoup, professeur Claver Anoumou Danran. Je rappelle bien sûr que vous êtes professeur titulaire de microbiologie. Merci pour le travail que vous faites. Que Dieu vous garde, vous protège surtout, et à tous ceux-là qui sont actuellement malades, que ce soit de l'autre côté de l'hôtel ou bien au centre de prise en charge à Lomé-Kégué ou à l'intérieur du pays, soyez à l'aise. L'équipe est à pied d'œuvre pour le bonheur. Vous allez recouvrer votre santé dans les jours qui viennent. Bonne suite de nos programmes à vous tous et restez toujours fidèles à ces programmes-là, à notre antenne, pour avoir d'amples informations, parce qu'on ne sait jamais. La bonne nouvelle tombe toutes les minutes. À très vite.